Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je prévoyais pas d'en faire deux dans la même journée, mais l'actualité est brûlante. Le président des États-Unis, Donald Trump, hier, lors d'un discours à un meeting de l'association Turning Point, l'ancienne association de Charlie Kirk, vient de donner une mise à jour sur le processus de disclosure qu'il avait engagé avec son fameux tweet du mois de février, disant qu'il avait ordonné à son ministre de la guerre, son secrétaire à la défense, Pete Hegseth, et aux personnes concernées de réunir les dossiers classifiés concernant les ovnis et la vie extraterrestre. Un sujet qu'il qualifiait de très complexe mais très important. Et il vient donc de donner des nouvelles, notamment c'est le sujet de ma précédente vidéo, je vous invite à aller la regarder, par la vague de scientifiques et de militaires de haut rang qui ne cessent de disparaître, de se suicider dans des circonstances troublantes ou d'être assassinés. Donc, l'affaire fait la une aux États-Unis, c'est la deuxième information juste derrière la guerre en Iran, et le président Trump donc nous donne des nouvelles de la disclosure. As you remember, I recently directed the Secretary of War. How good is Pete Hegseth doing, by the way? Si vous vous souvenez bien, j'ai demandé au secrétaire à la guerre à propos à quel point Pete Hegseth est super comme mec. To begin releasing government files relating to UFOs and unexplained aerial. De commencer à divulguer les dossiers en rapport avec les ovnis et aux phénomènes aériens non identifiés. Phenomena. And I figured this was a good crowd Et je pense que c'était une bonne décision quand je vois l'intérêt que vous avez pour ces sujets. Vous êtes vraiment branchés sur tout ça, je sais pas. Donc je suis ravi de vous rendre compte aujourd'hui et j'ai quelque part regardé cette annonce pour ce meeting. Because you're a little bit out there, a little bit. That this process is well underway and we found many very interesting documents, I must say. Que cette affaire est vraiment bien engagée et que nous avons trouvé plusieurs documents très intéressants, je suis bien obligé de le dire. And the first releases will begin very, very soon. Et que les premières divulgations vont avoir lieu très très bientôt. Donc nous allons avoir très bientôt des nouvelles de cette disclosure. Alors est-ce qu'ils vont tout nous révéler? C'est très très peu probable. Est-ce qu'ils vont nous révéler qu'une partie ou est-ce qu'ils vont nous révéler carrément de fausses informations pour nous détourner de la réalité des choses? Donc on suivra attentivement ce qui nous est révélé, mais je pense qu'on a de grandes chances que ce soit la deuxième ou la troisième solution. La deuxième actualité en lien avec tout ça que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est cet agent de la CIA de 25 ans de carrière qui nous dit que la vérité est indigeste. Ce n'est pas une question. Jim Semivan, un vétéran de 25 ans de la CIA, a dit hier que les personnes qui étaient au courant de la vérité sur les ovnis lui avaient dit que la vérité était indigeste. Pas classifiée, pas dangereuse, indigeste. Et que l'esprit humain ne pouvait traiter ce qu'il savait. Dans un document leaké d'un black site, d'un site noir près de la CIA, pourrait expliquer pourquoi. Il décrit l'humanité avec un simple mot, des containers. Et vous allez voir, on va revenir, retenez bien ce mot, des containers. Semivan a passé sa carrière au plus haut niveau des renseignements des États-Unis. Il a dirigé des opérations sur couverture dans le monde entier pendant plus de 2 décennies. Quand il a pris sa retraite, il s'est mis à parler. Et ce qu'il a dit pourrait terrifier n'importe qui. Les gens avec les accès secret défense, ceux qui ont vu les véritables briefings lui ont dit que la vérité pourrait briser une civilisation. Pas parce que ce sont des aliens, mais parce que par la réalité du phénomène pour ce qu'il est. Il n'a donné aucun indice. L'ancien directeur du département des ovnis au Pentagone lui a un jour dessiné un diagramme, 2 cercles qui se chevauchent l'un et l'autre. Un cercle disait conscience, un autre cercle disait théorie quantique. Et là où les 2 cercles se rejoignaient au milieu,
c'est là que ça se rejoignait. Pas notre réalité, quelque chose d'autre, quelque part où les lois de la physique sont différentes. Et en effet, j'y ai pensé immédiatement quand j'ai vu moi aussi cette information. Quand j'ai entendu le mot de container, c'est exactement ce que nous disait Bob Lazar en 1989 dans sa toute première interview à visage découvert. Il faut savoir que Bob Lazar, au début, comme je vous l'ai dit, je vous encourage d'ailleurs à aller voir mon dossier long format sur Bob Lazar que j'ai publié cette semaine. Bob Lazar, quand il témoigne la première fois à la télévision, dans une interview pour George Knapp, il est à visage caché, il a pris le nom de Dennis, le nom de son ancien superviseur à la zone 51. Et ensuite, il témoigne à visage découvert. Et on lui dit, quand il décrit tout ce qu'il a vécu au S4 de la zone 51, il dit « Avant même qu'on me montre la soucoupe volante, on m'a montré des dossiers dans lesquels il y avait tout un tas de choses. Mais j'ai pas voulu parler de tout ça parce que c'est un peu... Déjà, mon partenaire de laboratoire m'a dit « Méfie-toi, dans ce qu'ils vont te donner à lire, il y a beaucoup de bullshit. » Notamment parce que si jamais tu parles le bullshit qu'ils t'auront mis spécialement pour toi, si c'est de ces informations dont tu parles, ils sauront immédiatement que ça vient de toi, la fuite. Mais aussi parce que ça lui paraissait extraordinaire. Et donc, dans ces dossiers, il y avait à un moment... Les aliens lui parlaient, enfin le gouvernement avait écrit que c'était donc des aliens qui venaient du système de Zeta Reticuli, qui avaient modifié le génome de notre espèce plus de 15 fois. Donc tout ça, c'est à prendre évidemment avec d'énormes pincettes. Hein. Et que nous serions, nous-mêmes les humains, des containers. Donc on va écouter Bob Lazar. Et c'est quelque part, c'est à mettre en relation avec, par exemple, l'élevage. Si nous sommes des containers à quoi? Des containers à âme. Et vous aviez un ufologue qui s'appelait John Lear, qui est mort il y a quelques années et qui, lui, était persuadé que... Alors, c'est très farfelu, sa théorie, mais qui sait peut-être qu'avec tout ce qu'on entend et qu'on voit en ce moment, ça viendra à paraître confirmé, que sur la Lune était en fait un immense soul catcher qui, au moment où nous décédions, capturer notre âme, les bonnes âmes du moins, pour qu'elles servent à quelque chose. Alors si tout ça est vrai, ça contredirait même pas la théologie catholique, parce que Dieu a dit qu'il trierait le bon grain de l'ivraie. Donc est-ce que les âmes qui ont vécu une expérience humaine satisfaisante sont ensuite triées pour accéder à une forme d'éternité, d'immortalité? Est-ce que la forme des extraterrestres gris, c'est la forme d'être immortel des âmes qui ont été triées? Ou est-ce que par container, le gouvernement, là, dans les dossiers qu'a lu Bob Lazar, veut dire des containers à âme, ou veut dire des containers peut-être à bouffer? Peut-être que nous sommes destinés à être mangés, hein, comme un troupeau de vaches qui ne sait pas ce qui va lui arriver. Elle vit sa vie dans son champ, elle broute, elle ne sait pas que sa destinée, c'est de finir dans une assiette et de passer par l'abattoir à un moment. Ou alors, tout simplement, si on se réfère à la théorie que les gris sont des humains d'un futur où il y aurait eu la guerre nucléaire, et où il y aurait eu une altération du génome humain, et que ce soit donc des humains du futur, une forme d'homo putris, d'homme putréfié qui n'a plus la capacité de se reproduire, qui a perdu énormément des attributs, qui par son mode de vie ne peut même plus se reproduire, et si les gris étaient des humains du futur, nous serions peut-être des containers à matériel génétique dans lequel ils reviendraient piocher pour tenter d'avoir du génome non altéré quelque part. Et il y a de multiples possibilités à cette interprétation de container. Donc voilà ce que disait Bob Lazar en 1989. Et c'est pour ça que j'ai tenu à vous faire une vidéo sur Bob Lazar, qui pour moi est le lanceur d'alerte originel par rapport à tout ça. Car toutes ces déclarations, vous voyez, au fur et à mesure, là maintenant, aujourd'hui en 2026, un agent de la CIA avec 25 ans de carrière, validé, qui nous dit que les personnes avec les accès lui ont dit que ces êtres, hein, on peut les qualifier d'extraterrestres ou non, ça dépend quelle est votre façon de voir la vérité, que ces êtres nous voyaient comme des containers. Voilà ce que disait Bob Lazar.
extremely classified document dealing with religion, and it's about that thick. Donc j'ai été mis en contact avec des documents qui traitaient de la religion, extrêmement classifiés, à peu près un tas de documents épais comme ça. Period. But why would there be any classified material dealing with? Mais pourquoi y aurait-il le moindre document classifié en rapport avec la religion? Ça n'a rien à voir avec le domaine dans lequel j'allais travailler. Religion. I want to go back to the religion thing. I want you to say, Je voudrais revenir un instant sur cette histoire de religion. Je voudrais que vous nous disiez, Oh, come on, that's so weird. That's a lie. I'm not asking you to say, ah mais non, mais c'est trop bizarre, ça n'a aucun intérêt, comme je vous ai dit, il y a sans doute énormément de bullshit dans ces documents. Que Bob Lazar voulait vraiment se concentrer sur son expérience, sur ce qu'il avait vu de ses yeux vus, de réel, de tangible, et pas se concentrer sur ces documents écrits qui pouvaient être remplis de fausses informations. what you believe to be a fact. I'm asking you to say what you read in a report that it's Je vous demande pas de me dire ce que vous pensez que ce sont des faits, je vous demande de me dire ce que vous avez lu dans ces rapports distributed at what may be the most qui vous étaient distribués top secret facility in the world. et qui proviennent d'une des installations les plus top secrets de la planète entière. Okay. Right. All right, I'll say. Ok, si vous voulez, je vous dis ce qu'il y avait marqué, mais c'est lui, il avait peur, Lazare, que ça décrédibilise tout son reste de son témoignage, parce que justement, si ça se trouve, on lui a fait lire tout ça pour que si jamais il parle, ça décrédibilise encore plus tout son témoignage. It's so far out. C'est tellement barré, vous savez. Right. Your objection has been noted. Okay. Ok, votre objection a été notée. Dites-nous ce que vous avez lu dans ces dossiers là-bas. What does it say? That were containers. Ça disait que nous étions des containers. That's how supposedly the aliens look at us. C'est supposément la façon dont les aliens nous regardent. That we are nothing but containers. Que nous sommes rien de plus que des containers. Containers of Containers. Des containers, j'en sais pas plus. Maybe containers of souls. You can Peut-être des containers d'âme. come up with whatever theory you want. Vous pouvez venir avec n'importe quelle théorie que vous voulez. Donc, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose qui se vérifie 36 ans plus tard par le témoignage de Jim Semivan, et donc qui nous dit que cette vérité est indigeste. C'est pas une question forcément que ça mette en danger la sécurité nationale, que ça mette en danger des opérations du renseignement. La question, c'est que c'est vraiment indigeste pour le grand public. Sans doute, comme je vous le disais hier, dans ma vidéo que j'ai publiée tout à l'heure, par rapport à l'apparence que pourraient avoir certaines de ces créatures qui nous mettraient très mal à l'aise. Et deuxièmement, parce que si nous étions des containers, ça nous mettrait très mal à l'aise. L'homme n'a pas l'habitude de se voir en dessous du sommet de la pyramide de la chaîne alimentaire. Donc voilà, et je voulais vous parler aussi d'un autre fait très troublant qui est arrivé. C'est un officiel de la FEMA. Alors la FEMA, il faut savoir, c'est l'agence américaine qui est chargée de la lutte de prendre en charge quand il y a une catastrophe de grande ampleur. Par exemple, un tsunami, un ouragan, une épidémie, une guerre, un virus mortel. C'est la FEMA qui va un peu prendre le contrôle des opérations. Federal Emergency, et le M, je ne sais plus pourquoi il tient, et le A pour Agency. Et donc un officiel de la FEMA a appelé Trump sur son portable pour lui faire part d'une téléportation qu'il aurait vécue. Donc tout ça à mettre dans le même panier. Là, on est en ce moment entre les disparitions de scientifiques. On était à 9 là, au milieu de semaine, puis à 10. Maintenant, on est à 11 scientifiques aujourd'hui qui sont disparus. Et militaires de haut rang, plus des officiels de la FEMA qui disent subir des téléportations. Alors, ceux qui pensent que ces, entre guillemets, extraterrestres seraient pas du tout des extraterrestres, mais des humains du futur ayant la capacité de voyager dans le temps, ces gens-là pensent que
Si nous voyons de plus en plus d'ovnis à l'heure actuelle, qu'il y a de plus en plus de luttes du gouvernement pour faire disparaître les gens qui connaissent la vérité, c'est parce que nous jouons avec la guerre nucléaire, que la guerre nucléaire est de plus en plus probable, et que si jamais nous voyons de moins en moins d'ovnis, c'est que la guerre nucléaire dans le futur n'aura peut-être pas eu lieu, car le futur est conditionné à ce qui se passe maintenant dans le présent. Et que si nous voyons énormément d'ovnis, d'ailleurs les ovnis qui sont toujours très intéressés par le nucléaire, hein, la plupart des observations ont lieu au-dessus des centrales nucléaires, ont lieu près de porte-avions à propulsion nucléaire, ont lieu dans les fonds marins près de sous-marins nucléaires, ont lieu lors de tests de missiles nucléaires. Donc les ovnis et le nucléaire sont intimement liés. Donc c'est une théorie que moi je trouve tout à fait valide et qui demande à être investiguée plus en profondeur. Ou même si ces extraterrestres cette fois-ci étaient réellement des extraterrestres, là le scénario que nous vivons en ce moment, il est très comparable au livre de Cixin Liu, Le problème à trois corps. Et d'ailleurs, Netflix, les Chinois ont fait une adaptation en série, mais qui est très très longue. Et Netflix a fait l'adaptation du premier livre. Je vous encourage à aller voir ça, parce que le postulat est très important, est très intéressant plutôt. Ça part du principe qu'une invasion extraterrestre qui viendrait pour essayer de nous envahir, la première chose qu'elle ferait, c'est essayer de tuer notre science, en créant des réactions dans nos expériences complètement farfelues et surtout en assassinant nos scientifiques, nos plus brillants éléments qui travaillent sur tous les domaines qui pourraient leur nuire avant de nous envahir. Donc là, est-ce qu'on assiste avec tous ces assassinats au gouvernement américain qui essaie de faire le ménage parmi ceux qui connaissent la vérité ou qui pourraient contredire aux fausses informations qu'ils vont nous diffuser prochainement là, dans cette disclosure annoncé par Trump, ou est-ce que ce sont ces aliens qui font le ménage avant une potentielle prise de contrôle des containers? On ne sait pas, donc on suivra ça avec attention. Donc voyons voir ce que nous dit cet officiel de la FEMA qui a appelé Trump par rapport et qui prétend avoir été téléporté. Donc c'est sur CNN et c'était hier. President Trump responding directly on the phone to our Andrew Kaczynski about K-Files report that Greg Phillips, who is a top Trump appointee at FEMA. Donc, Trump nous a répondu au téléphone à propos d'un nommé de Trump de haut niveau à la FEMA. FEMA, Phillips oversees federal disaster response. Well, qui supervisait toute la réponse fédérale quand il y a un désastre, donc un ouragan, un tsunami, un typhon. Phillips claims that he was teleported to a Waffle House. Donc, Phillips affirme qu'il a été téléporté dans une maison qui vend des gaufres. C'est complètement... Okay. Phillips, you may remember from K-Files exclusive reporting featured Outfront, said this on a podcast in 2025. Donc Phillips avait dit ça lors d'un podcast en 2025. We had a teleport incident, two of them. Nous avons eu un incident de téléportation, à vrai dire 2 d'entre eux. Lifted up and took me where I was going. And I ended up... Et ma voiture s'est soulevée d'un coup et m'a amené à l'endroit où elle a voulu m'amener. Donc là on est sur CNN, hein, c'est pas une obscure chaîne paranormale ou quoi que ce soit. Hein. Et la personne qui parle là, c'est pas Jojo le mécano du coin, c'est le top responsable de la FEMA qui est chargé de mettre en place la lutte contre les catastrophes pour tous les États-Unis. Et j'ai fini dans une maison de gaufres à 50 miles de là où j'étais avant. En un instant, téléporté. C'était un moment incroyablement effrayant. D'expérimenter ça soi-même dans sa voiture, flying through the air. De voler à travers l'air. As I said, he is a top Trump appointee at... Comme je l'ai dit, c'est le top nominé de Trump à la FEMA.
FEMA, who oversees federal disaster response. So the qui supervise la réponse fédérale pour les désastres. President of the United States personally answers K-Files. Donc le président des États-Unis a personnellement répondu à K-Files, c'est une émission de CNN. Call. And he responds in part when Andrew's asking about this teleporting to a Waffle House, the business. Et il répond donc à cette affirmation qu'il a été téléporté dans cette fameuse maison, dans ce fameux restaurant de gaufres là, en une seconde. Donc le président Trump, il a dit, ça sonne, it just sound a little strange. Ça sonne un petit peu étrange quand même. Quote, it just sounds a little strange. Andrew Kaczynski is out front. So, Andrew, okay, you called Trump on his cell phone. You have a conversation about this. So, And he wasn't wrong, by the way. Donc vous avez appelé le président Trump sur son portable, vous avez eu une conversation à propos de tout ça. he wasn't wrong. It does sound strange. It does Yeah. sound. Et il n'a pas tort, à vrai dire, le président Trump. C'est vraiment étrange tout ça, ce témoignage. So it might be where he could have perhaps even been a little bit more effusive. Yeah. So what else did he say? Okay, so Donc qu'est-ce qu'il a dit, le président Trump? I called President Trump. He picked up the phone. I J'ai appelé le président Trump, il a décroché le téléphone. explained to him that we were doing this story on Greg Phillips, the number 3 Je lui ai expliqué qu'on faisait un reportage sur Greg Phillips, le numéro 3 official at FEMA in charge of le numéro 3 de la FEMA. Donc c'est pas n'importe qui, Greg Phillips, c'est le numéro 3 de la FEMA au niveau fédéral, all federal disaster response. en charge de toute la réponse au niveau fédéral au désastre. I explained to him the clip that people just saw right there. Je lui ai montré le clip là que tout le monde a vu de Greg Phillips qui témoigne qu'il a été téléporté dans sa voiture jusqu'à un restaurant de gaufres à 50 miles de là. There, where he says he teleported to a Waffle House, and President Trump seemingly was trying to make sense of what I meant, and he said, Et donc, instinctivement, le président Trump a essayé de donner du sens à ce que j'étais en train de lui dire, et il a dit "What does teleport mean?" qu'est-ce que téléporter veut dire? I explained to him. I literally Donc, je lui ai expliqué, said he flew through the air 50 miles. je lui ai dit, donc je lui ai expliqué, il a volé à travers les airs à 50 miles de là, And landed near a et il a atterri près d'un restaurant de gaufres. Waffle House. I did literally stop in the middle. I'm like, this is real. This is real. What I'm Et donc, je me suis arrêté au milieu, je lui ai dit, c'est réel ce que je suis en train de vous dire. saying. And And he's staying on the phone of with you. course, yeah, he wanted. Et à ce moment-là, quand vous lui dites tout ça, le président reste au téléphone avec lui. Oui, bien sûr, il reste au téléphone, il voulait en savoir plus, parce qu'on ne parle pas, encore une fois, de n'importe qui, on parle du numéro 3 d'une des agences les plus critiques des États-Unis. No, and then he pauses for Et donc, il fait une pause, le président, a second after pendant une seconde, I explain it to him, and he goes, "Was he kidding?" et donc il fait une pause et il dit, est-ce qu'il déconnait là, quand il a raconté tout ça, le mec là? I was like, no, he's being dead serious. He's Non, monsieur le président, il avait l'air dead serious, plus que sérieux. says, I know nothing about it, and he says, I don't know anything about teleporting. And I asked Il a dit, et donc Trump répond au journaliste là, de CNN, il lui dit, alors là, j'en sais rien de tout ça, je ne sais rien du tout à propos de la téléportation. Et c'est bien possible parce que, comme je vous le disais hier, même que ce soit les vice-présidents, les présidents, les ministres de la Défense, tout ça, c'est vu pour les gens qui sont en charge de tous ces programmes secrets, c'est vu comme des employés temporaires. Un président, c'est là aux commandes que pour 4 ans, 8 ans dans le meilleur des cas. Surtout quelqu'un qui parle beaucoup comme Donald Trump et qui pourrait lâcher des informations classifiées. Tous les présidents n'ont pas été briefés. Le président Eisenhower a été briefé, le président Carter, le président Bush, père et fils ont été briefés, l'ancien vice-président de George Bush, Dick Cheney, et probablement celui qui gérait tout le Legacy Programme et Immaculate Constellation, il est décédé récemment. Trump a potentiellement, et certainement d'ailleurs, c'est ce qui a été dit dans la vidéo de Tim Burchett, dont je vous parle, la toute précédente vidéo que je viens de publier. Le président Trump a certainement été briefé sur ce qu'il a besoin d'en connaître, c'est-à-dire sans doute les bases, mais il est loin d'avoir été briefé sur la totalité des choses. him again, anything you want to add? He says, no, it just sounds a little strange.
Il n'y a rien de plus que vous voulez ajouter? Il a dit, non, c'est juste que ça semble un petit peu étrange tout ça. But I know nothing about teleporting Mais je vous le dis, je ne sais rien à propos de la or téléportation him, but ou de cette I'll personne. find out about it for you. I mean, Mais je vais aller au fond de cette histoire pour vous, donc dit le président au journaliste de CNN. it's incredible. All right, but it Voilà, ça sonne, c'est un petit peu étrange ça. Je ne sais rien à propos de la téléportation ou de ce qui lui est arrivé, mais je vais chercher à propos de ça. Right now, dès maintenant, je vais me renseigner à propos de is tout one ça. of several extraordinary claims made by Phillips, who is a top Trump appointee at FEMA. Et il y a plusieurs affirmations extraordinaires qui ont été faites par Phillips, qui est le nominé de Trump pour la FEMA. What else? That's right. That's right. Et quelles autres affirmations extraordinaires a-t-il fait? Aaron, what really stood out to us in doing this story was this wasn't just a one-off claim. Across multiple podcast interviews over the past several years, Donc c'est pas une affirmation qu'il a fait une seule fois. Il a fait dans de très nombreuses interviews de podcasts pendant les précédentes années. Phillips repeatedly described what he said are supernatural experiences. Ones he said he encountered while he was medicated and undergoing treatment for cancer with a self-directed regimen Donc il a dit que quand il était sous médicaments et qu'il suivait un traitement pour le cancer avec un of ivermectin and régime, avec un traitement d'ivermectine et de fenbendazole, qui est un traitement alternatif du cancer qui apparemment est très efficace, mais qui n'est pas du tout reconnu par toute l'intelligentsia de la médecine. Bendazole, which are drugs commonly used, they're anti-parasitic drugs. Qui sont des drogues la plupart du temps utilisées pour lutter contre les parasites, notamment l'ivermectine. In one, he said a deceased girlfriend appeared inside his car and lifted it off the road to save him from an oncoming crash. Listen to Et il a dit que sa copine décédée était apparue à côté de lui dans sa voiture et l'avait sauvé d'un crash qui aurait pu se passer, d'un accident de voiture. him here. The girl that had died came into the car with me. Donc la fille qui était morte, ma copine qui était morte, est apparue dans la voiture à côté de moi. She lifted me and the car up and out of the way from Et elle m'a soulevé moi et la voiture hors de l'accident, a truck that had d'un camion slid across the road. qui avait glissé le long de la route. So in another clip that we found, he described collapsing inside an Indianapolis Lowe's, then reappearing across the street in a McDonald's parking lot with Et dans un autre interview qu'il avait donné, il dit qu'il avait encore une fois été téléporté d'un endroit et il était apparu sur le parking d'un McDonald's. little memory of how he got there. He said his phone, his health Il a très peu de souvenirs de la façon dont il s'est retrouvé là. Il a dit que son téléphone et sa app santé on his phone had et son application de santé sur son téléphone 15,000 steps, and he described it as avait d'enregistrer 15 000 pas pour aller jusqu'à là où il était. something beyond a medical episode. Listen to Et il écrit ça comme quelque chose qui n'a rien à voir avec un épisode médical ou une maladie mentale. him here. Écoutez-le là. I mean, the whole space and time thing, continuum, it fell with me. This isn't Donc tout l'espace-temps, le continuum de l'espace-temps, tout est tombé avec moi. a health thing. C'est pas un problème de santé, je vous l'assure. This isn't the cancer. Ce n'est pas lié au cancer que j'avais. This isn't, me. This is a spiritual thing. C'est une histoire spirituelle. And Aaron, he also described an encounter he said he had with Satan while he was walking across Spain. Listen to him here. Il dit aussi qu'il a rencontré Satan quand il marchait à travers l'Espagne. Satan lied to me. He convinced me to pour out my water bottle to reduce my pack weight. Satan m'a menti. Il a dit d'enlever une bouteille d'eau de mon sac pour réduire le poids de mon sac. He almost got his demonic wish and watched me die. Il a presque
eu son souhait démoniaque et m'a regardé mourir. And Aaron, I think it's really important to reiterate how important of a job this is. This isn't. Et donc, voilà, il faut redire à quel point le poste qu'il occupe au niveau fédéral est important. A fringe figure. This is the number 3. Ce n'est pas, voilà, une figure de la complosphère marginale. C'est le numéro 3 de la FEMA, quoi, qui nous dit toutes ces choses-là, quoi. Et c'est quelqu'un qui n'a pas de maladie mentale diagnostiquée et dont le témoignage reste toujours le même. Official at FEMA in charge of all federal disaster response. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est du professeur Jean-Pierre Petit, qui est pour moi sans doute le scientifique français le plus talentueux qui est en vie. C'est l'inventeur du modèle Janus, donc déjà c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a été directeur de recherche au CNRS, qui a été un précurseur de la technologie MHD, donc des armes électromagnétiques. Si on avait suivi les préconisations du professeur Petit, nous aussi, comme les Russes ont actuellement, nous aurions des armes MHD à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui s'est toujours intéressé à la question des ovnis. Et c'est quelqu'un aussi qui a inventé le modèle Janus du nom des frères jumeaux, pour dire que notre univers de matière observable était lié en permanence à un autre univers qu'on ne peut pas observer, mais qui est fait de matière négative. Enfin, c'est compliqué, je vous encourage à vous renseigner sur les travaux du professeur Petit, sur le modèle Janus, sur la MHD. Et là, il nous parle en fait de lettres qu'il recevait et de coups de fil qu'il recevait dans les années 60, 70, 80. C'est la fameuse affaire des lettres humides. Les lettres humides, ce sont des lettres qui ont, alors si vous lisez sur Wikipédia, vous direz ça a été débunké, c'est faux, c'était un tel a dit que c'était lui qui envoyait les lettres. Enfin bref. Ça reste très troublant quand même, ces lettres. Ce sont toute une communauté de gens, des scientifiques, des chercheurs, des historiens, qui recevaient par la poste des lettres de personnes qui se prétendaient être des extraterrestres, qui ressemblaient aux humains comme deux gouttes d'eau, avec quelques différences, par exemple, qui eux n'avaient pas de corde vocale exactement comme nous, avaient quelques différences avec nous, mais étaient faits quasiment du même ADN que nous. Ils venaient d'une planète qui s'appelle Humo, U2MO. Et bon, si c'était que ça, on pourrait penser à des fous qui envoient des courriers à des scientifiques, mais c'est qu'ils envoyaient des courriers avec des formules mathématiques, avec des affirmations scientifiques qui étaient vraiment sensationnelles. Et le professeur Petit, qui est un physicien, quand il rentrait ses calculs dans des recherches qu'il était lui-même en train de faire, il obtenait des découvertes immédiates, et comme il dit, les scientifiques qui se font pas de cadeaux entre eux à s'envoyer des trucs. Et puis c'était la quantité de choses, de mathématiques très avancées. Si vous voulez voir le détail de ces lettres Humo, il y a un site qui s'appelle humoscience.org qui recoupe toutes les lettres Humo qui ont été reçues à ce jour. Donc on peut supposer que quand le phénomène a été un petit peu connu dans les médias, il peut y avoir des gens qui se sont fait passer pour les véritables Humo. Mais en tout cas, voilà ce que nous dit le professeur Petit sur ces lettres. Et alors, il y avait des lettres qu'il recevait par la poste, et il y avait aussi des coups de fil passés au milieu de la nuit, souvent à 3h du matin, d'une voix nasillarde qui lui donnait des informations. Et vous allez voir ce qu'il en dit. Donc, on commence par ce premier extrait. C'était sur l'émission Thinkerview. Donc, je vous encourage aussi à aller voir. Liquide et solide, et quand on fait ça, on modifie les propriétés mécaniques du système. Je peux vous dire que si quelqu'un inventait un truc comme ça, en disant je sais fabriquer un métal, voilà cette technologie, mais les avions peseraient 10 fois moins lourd. Et l'industrie aéronautique leur ferait des ponts d'or. Alors voilà, je trouve des choses comme ça. Je dis, ça, c'est pas idiot, quoi. Voilà. Ça, c'était dans les papiers ? Mais bien sûr, les papiers de 67. Mais il y en a des tonnes d'histoires comme ça. Donc cette histoire également
de collision avec la Terre, du fait qu'il y ait que le biotope soit beaucoup plus riche. J'ai trouvé ça intéressant. Alors je me suis dit, bon, je vais y aller voir. Alors à ce moment-là, j'ai fait un voyage, j'ai pris contact avec Ribera, j'ai connu tous ces braves contactés. C'est passionnant, un truc pareil. Donc contacté par qui? Mais j'en sais rien. C'est des gens, ils reçoivent des courriers par la poste. Voilà. Simplement, ces courriers contiennent des informations intéressantes. Alors en plus, il y avait des choses là-dedans. Il y avait... vous croyez qu'il n'y a qu'un seul univers. En fait, il y a un univers jumeau où le temps va à l'envers. Et ça correspond exactement au modèle Janus qu'a établi le professeur Petit. Ce deuxième univers est énantiomorphe. Il a fallu que je cherche le terme dans le dictionnaire. Énantiomorphe, ça veut dire en miroir. Donc moi, j'avais des outils mathématiques à l'époque. J'ai commencé à bidouiller avec ça. Je crois que j'étais en contact avec ces textes en 75. En 77, j'ai sorti 2 notes au contenu de l'Académie des sciences grâce à Lich Horowitz, qui s'appelle Univers énantiomorphe avec des temps opposés. Et le deuxième article a un titre poétique, Univers en interaction avec leur image dans le miroir du temps. À cette époque-là, simplement du fait que j'ai réussi à construire cette solution, je me suis dit, le bonhomme qui a écrit ça, c'est pas le premier venu. Je ne fais pas d'a priori, je ne conclus pas rapidement. T'as essayé de savoir si c'était un scientifique Quoi terrien, entre guillemets? Mais ça ne peut être qu'un scientifique, un type comme ça. Mais les scientifiques ne font pas de cadeaux comme ça. Hein. C'est comme si on te disait, voilà, tu vas dans telle banque, au 3e étage, il y a un couloir, au bout, tu prends le 25e coffre, et puis il y a une combinaison à 7 chiffres, voilà les 5 premiers. Et tu essayes et la porte s'ouvre. Tu dis, le type connaissait la combinaison du coffre. Donc là, il y a un scientifique derrière. Alors du coup, je me suis procuré d'autres textes. J'ai appris que... Ah oui, ça a été intéressant. Il y a un texte qui disait la vitesse de la lumière était plus importante dans le passé, cosmologiquement. Et ça, dans un texte de 65, je crois qu'il n'y a pas de précédent. Même dans la science-fiction, personne n'avait jamais dit un truc pareil. Donc moi, je commençais à travailler un peu en cosmologie, donc j'ai essayé de bricoler, ça marchait pas très bien. Et c'est là que j'ai fait mon premier voyage à Madrid, que j'ai rencontré ce nommé Dominguez. Et je lui ai dit, oui, alors j'ai commencé à regarder la partie scientifique de ces textes, je trouvais ça assez intéressant, mais j'ai essayé la vitesse de la lumière, j'ai pris une vitesse qui est en 1 sur R, où R étant le rayon de l'univers, ça marche pas très bien. Et il m'a fait la chose suivante, il m'a dit, oui, j'ai vu tes courriers, je leur ai posé la question au téléphone, ils m'ont dit que c'était 1 sur racine de R. Hein, ça, c'est quand même assez exotique. Et à ce moment-là, cette information-là, ça permet des tas de choses. On appelle ça la démerdante. Hein, voilà. Ça permet de débrouiller le papier. Et j'ai commencé à faire un travail là-dessus. Et en 88, j'ai fait une publication dans Modern Physics Letters A qui s'appelle Modèle cosmologique à constante variable, à vitesse de la lumière variable. C'est quand même énorme. Donc, à ce moment-là, l'idée que ce soit des étudiants de la fac de Madrid qui fassent ça pour s'amuser, c'est de la blague. Et c'est pas non plus la CIA, c'est pas non plus le KGB. Il y a quelque chose derrière, quelque chose d'énorme. Voilà. Alors, est-ce que tu penses que les gouvernements ont été contactés? Contactés, j'en sais rien. Est-ce qu'ils ont récupéré des choses? Quand tu me dis, est-ce que tu penses? Moi, un scientifique, il n'a pas à penser, il n'a pas à croire. Simplement, il y a des faits. Hein, voilà, j'ai pris tel piège, je l'ai mis là-dedans, ça rentre, ça fonctionne. Voilà, c'est tout. Donc, moi, j'ai des éléments mathématiques que j'ai mis ensemble, ça marche. Voilà. Et j'ai même fait un truc, c'est qu'à un moment, il y a un problème mathématique qui avait l'air tout à fait insoluble, et j'ai eu communication par téléphone de la solution, et j'ai fait une publication, c'est des mathématiques venues d'ailleurs. Voilà, et j'ai mis une vidéo au Janus qui s'appelle comme ça. Et quand on regarde cette solution, on ne sait même pas d'où elle sort. Et ça marche, c'est magique. Au téléphone. Donc voilà, hein, je vous invite à aller regarder son interview. Donc des mathématiques ultra avancées qui permettent de résoudre des problèmes insolubles. C'est pas une bande d'étudiants, parce que il dit de Madrid, parce que ces lettres étaient souvent adressées en espagnol à des gens ou en Amérique du Sud ou en Espagne. Et les zoomites, donc ces prétendus extraterrestres venant de Humo,
disaient qu'ils étaient installés en Espagne et en Amérique du Sud. C'est pour ça qu'ils parlaient en espagnol dans leurs lettres et qu'ils communiquaient tout ça. Donc des mathématiques venues d'ailleurs. Et il y a un autre extrait que je voulais vous montrer par rapport à tout ça, dans l'interview de Jean-Pierre Petit, que je vous encourage à aller voir sur Thinkerview. C'est là. Oui. Des petits hommes verts. Ben, je ne sais pas s'ils sont verts, j'en sais rien, mais la conversation tournait autour de la situation assez pitoyable de la planète Terre, quoi. Et Jean-Pierre, je peux te mettre une parenthèse ? Quoi ? Je peux te mettre une parenthèse, une micro-parenthèse. Alors il faut savoir que Jean-Pierre Petit a 89 ans, hein. Donc il faut lui pardonner un peu ses problèmes d'audition et autres. Quand tu reçois ce genre de coup de fil, t'as pas pensé à appeler la DGSI en leur disant écoutez les gars, il faut me remonter cet appel parce que c'est peut-être une puissance étrangère qui cherche à me faire tourner la tête ou à m'extirper de l'information. Ce serait bien que vous, mes services de renseignement, vous me protégiez. Mais non, mais le problème n'est pas là. Le problème, qu'est-ce que contient ce coup de téléphone, nom de Dieu ? C'est toujours pareil, hein ? Alors à ce moment-là, vous devriez avoir une théorie de la croyance. Une théorie de la croyance, qu'est-ce que c'est qu'un truc pareil ? Oui. Alors, vous avez travaillé 20 ans avec le professeur Souriau, donc vous avez utiliser ces techniques d'action coadjointe d'un groupe sur son espace, sur son algèbre de Lie, enfin un truc très compliqué. Bon, refaites la même chose avec un espace de Hermite. Ah, qu'est-ce que c'est qu'un espace de Hermite ? Alors je vais regarder. Mais cette conversation, c'était 3h du matin. Au lever du jour, j'avais fini les calculs. C'est pas que je vais rapidement, c'est que c'était passionnant. Et là, c'était complètement fantastique. C'est-à-dire que cette façon de voir de Souriau, ça consiste à dire donnez-moi un espace, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Alors prenons l'espace euclidien, 3 dimensions, on est censé vivre. Bon voilà. Bon bah quand on prend cet espace euclidien, il a des propriétés géométriques. Donc Souriau prend son chapeau de magicien et il dit ah, il y a des sphères, ah, il y a des plans, ah, il y a des droites. Bon, ça a l'air comme ça évident. Mais quand on prend l'espace de Minkowski, c'est l'espace de la relativité restreinte. Et à ce moment-là, Souriau fait « Ah, il y a des masses, ah, il y a des photons ». Ça, c'est très fort. Et ça date de 1970. Et alors, cette technique-là, ça consiste à dire l'espace dans lequel on vit n'est pas un espace de Minkowski, c'est plus compliqué que ça, c'est un espace complexe. Et un espace complexe, eh bien, quand on prend la technique du Souriau, on dit « Ah, j'ai des masses réelles et j'ai des masses imaginaires ». Des masses imaginaires. Ça veut dire que l'univers est double. C'est-à-dire qu'il a une version tangible et puis une version soft. Hein, l'explication, tout le monde maintenant est familiarisé avec l'informatique. Vous avez votre portable devant vous. Le portable, c'est des atomes. Hein, il a du hard. Hein, bon, hein. Mais vous savez bien qu'il y a aussi une chose qui n'est pas tangible, qui est le soft. Hein, et vous-même, les êtres humains, vous êtes faits d'atomes, vous êtes faits de molécules, mais vous avez aussi quelque chose d'autre. C'est votre pensée. Eh bien, ça ne se limite pas à des jeux de charge électrique dans votre cerveau. C'est tout. Quand tu reçois un coup de fil comme ça en pleine nuit, tu décroches. Et c'est genre allô Jean-Pierre avec la petite voix, la petite voix nasillarde, ou vous avez un code entre vous, ou tu l'appelles comment ? Mais j'en sais rien, mais le problème, c'est que ça dure très peu de temps. Ils n'ont pas de temps à perdre, nom de Dieu. Donc ça dure très peu de temps. C'est-à-dire, tu décroches, et là, fois, je me suis fait engueuler parce que j'avais envie de dormir. Et la voix protestait en disant il faut que tu notes parce que tu vas oublier le lendemain. Voilà. Non, mais voilà. Qu'est-ce qu'ils te disent d'autre ? Qu'est-ce qu'ils cette idée-là, ça veut dire que l'univers, il est fait de plusieurs entités. Il y a le hard, c'est le plancher des vaches. Et puis il y a les vaches, et il y a l'esprit des vaches. Autrement dit, mais c'est pas moi qui ai inventé ça. Je crois que l'inventeur du nom, c'est la noosphère. Il s'appelait, c'est la noosphère. J'oublie le nom de ce philosophe chrétien là. Teilhard de Chardin. C'est Teilhard de Chardin qui a inventé la noosphère. La noosphère, noos, ça veut dire l'esprit. C'est la somme des esprits, des pensées de tous les humains de la Terre. Donc il y a l'atmosphère
qui est le gaz qui entoure la Terre, et la noosphère serait la somme de toutes les âmes, quelque part, de toutes les pensées, de toutes les consciences des humains. Et la Terre se développe, parce qu'on est de plus en plus d'humains, nos villes s'agrandissent de plus en plus, donc ça c'est la Terre matérielle qui augmente, et la noosphère aussi, à mesure que nous sommes de plus en plus, que nos pensées se complexifient de plus en plus, la noosphère également est en expansion. En grec, autrement dit, on a un univers matériel, et puis donc un univers inanimé. Un univers inanimé, quand vous prenez un morceau, un caillou, il n'y a pas d'âme là-dedans. Maintenant, quand vous prenez la biosphère, c'est une sorte d'intermédiaire. Il y a autre chose qui est une noosphère. La biosphère, c'est l'ensemble de la somme de tout le vivant, de toute la matière vivante sur la planète. Et en fait, la noosphère et la géosphère évoluent toutes les deux en se complexifiant. Et ça, c'est une idée philosophique très intéressante, c'est que le monde, l'univers est double, et au moment de sa création, au moment du Big Bang, il est amorphe au point de vue des masses. Il y a juste des protons, une soupe de protons et d'électrons à différencier. Eh bien, l'univers ne pense pas. Comment voulez-vous qu'il pense, puisqu'il ne s'est rien passé, hein? L'univers n'a pas de souvenir parce qu'il n'y a pas d'événement. Il n'y a pas de pensée puisqu'il n'y a pas d'objet. Donc philosophiquement, c'est vachement intéressant. Donc on a un univers métaphysique qui a tendance à se développer en se complexifiant, et un univers physique. Et tout d'un coup, la biosphère, c'est le lien entre les deux. Et ça permet une évolution beaucoup plus rapide. Donc revenons à ton coup de fil de la nuit. Ouais. Ça arrive à quelle fréquence J'en sais rien. C'est rare des choses comme ça. Mais et tu notes, est-ce que tu as essayé de voir un schéma? Est-ce que tu as essayé de recouper ça avec une syzygie de certaines planètes mais non, je recoupe avec rien du tout. Je fais des maths, non. Tout d'un coup, regarde, par exemple... Là, est-ce que tu as déjà essayé d'enregistrer la conversation? Voilà, je vous invite à aller regarder l'interview qui dure 2h30 sur la chaîne Thinkerview de Jean-Pierre Petit. C'est passionnant. C'est un peu décousu parce que c'est des notions très complexes qu'il aborde, et l'homme a 89 ans, donc son esprit est peut-être un peu moins vif qu'il était à une certaine époque. Mais donc voilà, hein, tout ce qu'on voit, une disclosure qui arrive très très rapidement, nous dit Donald Trump, des vétérans de la CIA qui nous disent que la vérité n'est pas digeste et que nous sommes des containers, la même chose que nous disait Bob Lazar en 1989. Toujours plus de scientifiques et de militaires de haut rang qui disparaissent, sont assassinés ou se suicident dans des conditions troublantes. Et un scientifique de très très haut niveau qui nous dit que les informations qui lui étaient transmises par ces prétendus extraterrestres se révélaient non seulement vraies, mais lui permettaient de faire des découvertes scientifiques et de résoudre des problèmes mathématiques sur lesquels il se cassait la tête pendant des années. Donc on est un peu en train de vivre le scénario des livres Le problème à trois corps, quoi. Il y a vraiment quelque chose, que ce soit nos gouvernements, que ce soit des humains du futur, ou que ce soit des extraterrestres, qui s'en prend à notre science et qui essaye de l'influencer, et des officiels qui sont victimes d'événements paranormaux, hein, qui sont des personnes, même si on peut mettre en doute que les affirmations que fait Greg Phillips sont incroyables, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas n'importe qui et qui est une personne respectable dans sa vie professionnelle. Et donc de plus en plus de choses étranges qui se passent. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et bon dimanche à tous, et à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.